Salut toi, ça va? Ça te dirait d'en savoir plus sur les métiers du cinéma? Eh ben c'est ce que je te propose avec Cinéki, un nouveau format qui interviewe des professionnels du cinéma qui font le même métier, mais pas de la même manière. Dans ce premier épisode de Cinéki, on va parler des journalistes cinéma, ceux et celles qui interviewent tes stars préférées et te donnent envie d'aller voir des films. Mais comment fonctionne leur métier? Ces questions, c'est toi qui les as posées sur mes réseaux Instagram et YouTube. Pour y répondre, je fais appel à la crème de la crème. En premier, Caroline Vier. Journaliste depuis les années 80, elle est passée du fanzine à la télé et aujourd'hui, on la retrouve dans le journal 20 minutes. Elle a réalisé des milliers d'interviews dont elle consigne les meilleures parties dans un petit carnet secret. Et en second, nous avons Arthur Sios. Enfant d'internet, ce cinéphage compulsif est passé de l'écriture sur un blog à chef de rubrique cinéma chez Combini en seulement 10 ans. On lui doit entre autres les vidéoclubs et les moments passionnés du podcast réalisé sans trucage. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un truc. Alors non, c'est pas un placement de produit, et justement. En fait, ce nouveau format, c'est un grand projet auquel je réfléchis depuis déjà plusieurs années. Et donc pour ce premier épisode, j'avais pas vraiment envie d'avoir une sponsor qui ait pas vraiment de rapport avec le schmilblick. Et donc cette vidéo est sponsorisée par moi. Et peut-être par vous en fait. Parce qu'en plus de ce grand entretien avec Arthur et Caroline, j'ai décidé d'écrire une série d'articles sur ma vision du métier, étant moi-même en fait et journaliste cinéma et influenceuse cinéma. Et ces articles en fait sont disponibles sur mon Patreon, donc évidemment je te mets le lien en description, et seulement pour 3 €, le prix d'un café un peu fancy, tu peux lire ces articles et surtout me soutenir. Ce serait absolument énorme, et en plus vu comment on va parler du métier dans la vidéo, il y a besoin de soutien. Donc je compte sur vous, et maintenant, place à Cinéki. Ça va bien? Eh ben oui, très bien. Et toi? Ah bah oui, ça me fait plaisir de vous voir tous les deux comme ça dans ce petit cinéma tout cosy. Bon, on est très contents, voilà. confortable. Et prêts à en découdre. Oui. Alors, déjà, on va commencer de la manière la plus simple, la question la plus évidente. Pourquoi est-ce que vous êtes devenu journaliste cinéma? Parce que j'étais incapable de faire autre chose. C'est comme ça qu'on devient journaliste cinéma. Non, j'aimais bien le cinéma, même plus que bien, et une chose en amenant une autre, je suis devenu journaliste. Ok. Moi, ça n'a pas été si simple. Moi, ça a été des petits accidents qui font qu'à un moment, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je redouble, donc je rencontre une personne qui me fait rentrer dans le blog de mon école de critique ciné, mais en fait, je n'étais pas du tout prédestiné à faire ça, je n'étais même pas spécialement cinéphile. Puis de là, je travaille dans un blog, puis de là, je me retrouve à chercher, à regarder par hasard sur Twitter un jour une annonce. Je deviens contributeur sur un site qui s'appelle Combini, qui était en 2015, en 2014 un petit truc. Et puis de fil en aiguille, je me suis accroché à ce petit caillou. Et en fait, j'étais pas du tout prédestiné à rester là-dessus. Moi, au départ, je voulais être attaché parlementaire, tu vois. Ah oui, il y a un petit écart. Et en fait, j'ai gravi les échelons, je me suis accroché à Combini, et puis après, j'ai arrêté mes études pour continuer. Mais vraiment, ça a même été un peu un problème, parce que quand j'ai commencé à vraiment devenir critique à proprement parler, du coup, je me sentais pas légitime et j'ai essayé de rattraper plein de films pour compenser le fait que, contrairement à d'autres collègues que j'avais qui ont fait des écoles de ciné ou autres, j'avais pas ce bagage-là. Et maintenant, c'est bon, j'ai 30 ans, mais quand t'en as 20, que tu es dans ce milieu-là, que tu débarques, c'est pas forcément le plus évident. Ah ouais, moi, je me suis jamais posé toutes ces questions, puisque... non, mais c'est une autre époque. Voilà, moi, j'ai pas... Parce que toi, tu as commencé dans les années 80, non? Oui, c'est ça. Moi, j'ai 60 ans, ce qui n'est pas un secret d'État. Quand j'ai commencé, c'était en faisant un fanzine avec des amis. Donc un fanzine, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'était des petits fascicules. C'est l'équivalent du blog, mais voilà, sur papier, parce qu'à l'époque, vous allez rire, Internet n'existait pas. Alors on n'en était pas encore au burin, enfin on n'en était plus au burin et au marbre, mais pas totalement loin. Et donc voilà, j'ai commencé en animant le ciné-club de mon lycée. Le gars qui tenait le ciné-club, c'était Guy Alombert de la Revue du Cinéma, qui nous a permis, avec mon copain de l'époque, d'aller à Cannes. Et une chose en a amené une autre, on a commencé à faire des interviews et roule ma poule, vogue la galère. Donc voilà, c'est exactement ça. C'est d'abord des journaux télé, d'abord l'écran fantastique, ensuite des journaux télé, et ensuite 20 minutes, il y a 22 ans, quand le journal a été fondé. Ah oui, tu es chez 20 minutes depuis la fondation. Oui, ils ont construit le journal autour de moi, c'est ça les dinosaures, en fait. Justement, vous avez tous les deux des parcours assez atypiques, mais c'est quoi un parcours, on va dire, idéal pour pouvoir devenir journaliste cinéma? Je dirais qu'il y a 2 formations classiques, c'est soit l'école de journalisme, soit les écoles de cinéma.
Enfin, Oui, école c'est ça. ou Oui, fac, oui. hein, mais les collègues que je côtoie et qu'on fréquente, Oui, c'est des gens qui ont fait à peu près ces parcours-là. Après, c'est aussi la beauté de ce métier, c'est que c'est vraiment, on a des parcours atypiques, on n'est pas les seuls à en avoir. oui, Des la gens plupart. qui tombent dedans par hasard, des gens qui tentent dans leur coin. Toi, c'est marrant, parce qu'en fait, c'est la même chose. Toi, c'était les fanzines, moi, c'était les blogs, mais en fait, au final, on a fait la même chose. On Oui, fait c'est en ça. amateur, Absolument. et à force d'être en amateur et d'être bon et d'être au bon endroit au bon moment, on rencontre les bonnes personnes. On a de la chance, parce qu'on pourrait aussi ne pas avoir pu Absolument. rencontrer les bonnes personnes au bon moment, tu vois. Mais à part ça, oui, je sais pas. Et on a un point commun important, c'est que l'un et l'autre, on en vit. Ouais. Ouais. Parce que beaucoup de gens font ça, Ça, c'est vrai. en dilettante, et voilà, ça c'est quelque chose d'important et qui, à mon avis, va se raréfier, les gens qui arrivent à en vivre. Ouais, ça, on va en parler, t'inquiète pas. Mais alors justement, pour les gens comme vous qui n'ont pas forcément un parcours typique, en fait, par où on commence pour se construire une culture cinéma? En fait, quelles sont justement voilà, toute cette culture et toutes ces caractéristiques qu'il faut avoir, qu'il faut connaître pour y arriver? Alors pour moi, c'est indispensable effectivement d'avoir une culture cinéma, mais pour ma part, c'était bien avant de me lancer dans l'écriture sur le cinéma. Moi, j'ai commencé à m'intéresser au cinéma quand j'avais à peu près 7 ans, et petit à petit, je voyais des films beaucoup à la télé, car on repart toujours sur la même chose. Il n'y avait pas les cassettes, il n'y avait pas encore moins les DVD et les Blu-ray. Donc le cinéma, c'était soit la télé sans qu'on choisisse vraiment, puisque c'était au gré des programmations, soit au cinéma ou à la cinémathèque. Mais c'est comme ça que ma cinéphilie s'est créée petit à petit. Et c'est comme ça aussi que j'ai commencé à pouvoir écrire et faire des interviews. Et le truc important et capital, c'est de parler anglais, par contre. Ça, par contre, c'est vrai que c'est Ouais. vraiment indispensable. Moi, c'est un peu différent parce que moi, j'avais deux parents qui avaient une culture ciné très différente. Mon père qui était très mainstream, blockbuster, les grands films d'action, etc. Et ma mère qui, assez petit, adolescent, m'a déjà montré des films de Takeshi Kitano et des choses comme ça. Ah ouais, Des t'as commencé Tampopo et tôt autres. en fait. Mais du coup, moi, j'ai pas eu ce truc-là de regarder beaucoup de films plus jeunes. Et donc, quand j'ai essayé de me construire une culture ciné a posteriori, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord essayé de rattraper quelques classiques. Et puis après, tu essayes des trucs. Tu te dis, ok, donc le cinéma japonais des années 60, horreur, c'est des trucs pas mal. Tu regardes, tu dis, ah, ça, j'aime bien. Puis après, tu essaies d'autres trucs, tu fais ça, j'aime pas. Et en fait, je pense que la qualité principale pour être journaliste tout court, hein, pas ciné tout court, c'est la curiosité. Ah, je suis d'accord, mais à 300%, absolument. Si on n'a pas ce truc d'aller se dire, ah, c'est quoi ça, j'ai envie d'aller voir, ça fonctionne pas. Et en fait, je dirais même que c'est le truc le plus important, même pour les interviews. Ce que je dis souvent aux gens qui me posent la question, comment tu fais des interviews, souvent juste tu discutes avec la personne. Et tu es curieux de savoir ce que la personne a envie de te raconter. Si tu t'en fous, ça fonctionne pas. La Et en personne le sent et tout le monde s'emmerde. Et moi, je sais Honnête, pas, hein. je sais pas si ça a été ton cas, mais moi j'ai été confronté à des confrères ou des consoeurs qui n'avaient pas ce truc. Ah oui, oui, oh là. Et ça fonctionne pas. Que Non, ce soit pour construire ta culture ciné, faire des interviews, écrire des critiques. Écrire des critiques si t'as pas la curiosité de savoir ce qui se fait à côté, de savoir quand on fait la critique d'un film, ce qu'a fait le cinéaste avant. Ah oui, Ça fonctionne pas. c'est le Et- blabla. Et pas non seulement ça, mais de s'intéresser à d'autres choses que le cinéma. Alors on en connaît aussi du cinéphile poussiéreux qui ne s'intéresse qu'au cinéma. Ouais. On en connaît. Et c'est pas Bien sûr. forcément intéressant non plus. Maintenant, tu as intérêt à t'intéresser aussi à d'autres choses, à la littérature, je sais pas, à la peinture, à Internet, très important Internet. Bien sûr. À ce qui se passe sur Internet, y compris dans la création. Pour moi qui suis fan d'animation, ce qui se passe dans l'Internet underground, dans l'animation underground, c'est passionnant. Alors tu peux vivre sans, hein, mais tu perds beaucoup, et tu perds beaucoup aussi de ta vivacité d'esprit et dans les interviews notamment, de surprendre parfois tes interlocuteurs, ça c'est très important, C'est très important. par des références qu'on ne s'attend pas Ouais. à te voir sortir. Surtout à mon bonne âge. petite astuce. Et alors, justement, vous dites être super curieux, mais c'est aussi donc regarder beaucoup de films. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte un peu de cinéphagie, de regarder autant de choses un peu tous les jours? Bah oui. Bah oui. C'est même notre. Enfin, franchement, c'est notre métier même de regarder. Enfin, je dirais que notre métier principal, c'est de regarder les films. Ensuite, de les analyser, les critiquer, faire des interviews, écrire autour. Mais c'est Bien ce qu'on sûr. fait en premier. Ce qui pose problème, parce que de plus en plus de rédactions ne le comprennent pas et bloquent les journalistes à aller en projection presse parce que. Faut savoir qu'il y a des projections qui sont faites que pour la presse et donc il faut se rendre dans des cinémas qui sont parfois à l'opposé de la ville où on est, qui sont parfois loin et ça prend parfois 2, 3, 4 heures dans ta journée, ce qui fait beaucoup. Mais ouais, c'est le truc le plus important de notre métier, je pense. Alors, le truc, c'est qu'effectivement, la différence entre un métier et une passion, c'est que là, tu ne choisis pas dans ton métier. Ouais, tu vas être obligé d'aller voir tout ce qu'on te propose pour faire les interviews, pour faire tes articles et tout ça. Donc, on voit, pour ma part, trop de films, Oui. très clairement.
Ce qui permet malgré tout de repérer ce qui est vraiment nul et surtout ce qui est vraiment excellent. Le jour où on n'est plus capable de s'enthousiasmer pour quelque chose, je pense qu'il faut arrêter. Non, mais moi, mon ancien chef m'avait même dit, parce qu'il y a un moment où pendant le confinement, je rattrapais plein de classiques que j'avais pas vus, et il m'a dit, de temps en temps, regarde un film nul. Ouais. Parce qu'en fait, si tu regardes que des films excellents, tu n'as plus de curseur. Et c'est important. Par contre, je suis d'accord avec Caro, pour le coup, on voit tout ce qui sort. Dans ce qu'il y a de très bon et dans ce qu'il y a de moins bon. Et de ce qu'il y a dans notre curseur de ce qu'on peut apprécier et de ce qui n'en est pas parce qu'il faut le couvrir pour ton journal. Absolument, et c'est parfois douloureux. Alors bon, on ne pousse pas des wagonnets dans une mine, mais il y a des fois où c'est quand même franchement casse-pied. Hein, Quand tu sais que tu dois te lever à 8 h pour aller voir un film que tu sais que tu vas détester, et spoiler, tu le détestes, et en plus il dure 2 h 30. Oui, c'est ça. C'est pas un moment on pense de au même, plaisir, a priori. Cela dit, le pire pour moi, c'est pas tellement ce que je déteste, parce que ce que je déteste, ça me tient éveillé. Enfin, bien qu'une malédiction m'empêche de dormir au cinéma, je ne sais pas si c'est pareil pour toi. Et le pire, c'est l'eau tiède. C'est le nombre de films qui n'est pas vraiment nul, mais pas vraiment bon non plus. Ou, voilà. Et ça, c'est quand même notre lot quasi quotidien, hein, on va dire. Déjà, justement, ça se passe comment dans une rédaction? Est-ce que c'est la rédaction qui choisit les films que vous devez aller voir, ou est-ce que vous avez quand même aussi votre mot à dire? Moi, j'ai mon mot à dire. Après, il y a des choses qui sont incontournables. J'écris pour 20 minutes, qui est un journal de grande diffusion et fait pour un grand public. Il y a des choses qu'on est obligé de voir. Il y a aussi des choses qu'on ne nous montre pas. Je ne sais pas si c'est pareil chez vous. Voilà, mais il y a certains films, pour des raisons, ma foi, qu'on peut deviner, imaginer, et pour lesquelles parfois les gens ont tort. Hein, parce que certaines fois, on ne nous montre pas les trucs au motif que ça doit être nul, et ça ne l'est pas tant que ça. Je suis tout à fait d'accord avec Alors que l'inverse est aussi vrai. Il y a des trucs qu'on nous montre 3 mois avant et ils ne sont pas bons. Il eût été raisonnable de ne point nous les montrer, si vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas, Arthur? Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Donc on choisit, enfin je ne sais pas pour toi, mais jusqu'à un certain point. Moi, c'est un petit peu différent parce que j'ai la chance de maintenant être chef de mon service cinéma. Ah, génial. Ouais, donc c'est un peu moi qui dis à ma collègue, ce serait bien que ce soit toi qui aille voir tel film. Je pense que ça, c'est plus pour toi. Et en fait, on en discute évidemment. S'il y en a qui n'ont pas envie de voir, on réfléchit. Et j'ai aussi la chance d'avoir un média où, pour Conmini, on a une ligne éditoriale qui est assez claire. Et il y a des films, on le sait, ça ne rentre pas dans notre sillon. Par exemple, je peux le dire, hein, un certain type de comédie française, ça ne va pas être ce qu'on va traiter sur Conmini. Donc j'ai la chance de m'épargner beaucoup de comédies françaises qui sont des choses que mes collègues et moi n'apprécions pas et ne voulons pas mettre en avant. Donc ça, c'est des choses auxquelles volontairement, je me dis... Après, parfois, je m'impose aussi parce que c'est important de savoir, c'est bête, mais j'ai toujours pas vu le film d'Artus et je le regrette, c'est dommage, c'est un grand succès populaire, il faut que je sache de quoi ça parle, pourquoi ça fonctionne. Et il y a pareil pour la bande à Fifi, c'est important de savoir pourquoi ça fonctionne. C'est pour ça que tu te les as tous faits il n'y a pas très longtemps en plus. En plus, faut être honnête, c'est pas, ce que tu cites n'est pas le pire. Hein. Je suis vraiment, parce que moi j'ai beaucoup de sympathie pour la bande à Fifi, le film d'Artus, c'est pas indigne. Non, mais tu vois, pour dire que même ce qui rentre pas dans le sillon, parfois tu es obligé de le regarder aussi pour comprendre les phénomènes de société, etc. Mais oui, quand même, il y a ce truc de... Et moi, on me demande quand même parfois d'avoir un peu la boule de cristal pour savoir ce qui va fonctionner ou pas en bas au box-office. Boule de cristal que je n'ai pas, comme personne, là d'ailleurs. Ce qu'il faut aussi, la beauté de notre métier, c'est que c'est imprévisible. Et il y a aussi le truc inverse en fait, mais je pense qu'on en parlera un peu plus tard, mais il y a tout ce travail avec les distributeurs et avec ce qu'on appelle les attachés presse, les gens qui nous mettent en relation avec les films et autres, où parfois on est obligé de travailler en bonne intelligence. Tu me donnes une belle interview, et ben je vais te rendre service sur une autre chose. Et du coup, parfois, il y a des distributeurs qui vont insister pour que tu vois un film et tu dis, mais ça, c'est trop petit, c'est trop fragile, ça rentre pas dans ma ligne éditoriale, je le sais d'avance. Et on est quand même obligé, et on sort, on se dit, on savait, en fait, non, je ne vais pas pouvoir parler de ce film. Mais oui, alors c'est pas du copinage, hein, c'est de la bonne intelligence professionnelle. C'est ça, exactement. Non, mais c'est très important à dire, et c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que, clairement, un distributeur qui va avoir 5 petits films le jour où il a un gros truc, si tu n'as pas un peu aidé, et souvent c'est tout à fait légitime d'aider, parce que c'est vachement bien. Si tu ne l'as pas un peu aidé, il sera moins enclin à te filer, je ne sais pas, Timothée Chalamet en interview. Je peux donner un exemple très précis, je pense que je ne vais pas me mettre en porte-à-faux en disant ça, mais c'est pas du calcul. C'est-à-dire que nous, on travaille parce que je sais que Caro, elle est comme moi, on s'entend bien avec les gens, il y a un truc où il y a aussi une question d'appétence, mais parfois tu travailles pour des médias où vraiment tu as des choix très limités de ce dont tu peux parler. J'ai eu la chance d'avoir Coppola dans notre émission Vidéo Club. L'attaché presse m'a dit, écoute Arthur, on travaille depuis longtemps ensemble, tu me rends beaucoup de service, c'est normal que je lui donne 1 heure dans son planning promo, ce qui est énorme, pour toi. Et elle m'expliquait qu'elle s'est pris la tête avec une émission de télé que je ne vais pas citer, parce que l'émission de télé n'a pas eu Coppola. Et l'attaché presse lui a dit, mais vous ne m'aidez jamais, vous ne me prenez jamais aucun de mes films. À côté de ça, j'ai une autre émission de télé qui est tout autant populaire que la vôtre, qui m'aide régulièrement. C'est normal que dans ces cas-là, je fasse ça. Et donc,
je dérive un peu de ta question, je suis désolé, mais... Non, mais c'est vrai, il a raison. Il y a vraiment ce truc-là, c'est pas du copinage, c'est juste... En fait, c'est notre boulot aussi d'essayer de parler de la diversité du cinéma et pas que des gros trucs. Oui, c'est un combat permanent, mais qui mérite d'être mené. Et puis, on est souvent gagnant, hein, quand même. On est très souvent gagnant. Ouais. Alors justement, vous êtes dans 2 rédactions, Combini 20 minutes. On travaille plutôt en tant qu'indépendant ou en tant que, justement, que CDI, qu'en tant qu'employé? Ça dépend. Ça dépend. Moi, je suis pigiste régulière depuis plus de 20 ans, donc ça veut dire que j'ai les mêmes droits qu'un salarié, mais que je vais assez peu à la rédaction, en fait. Ce qui me laisse une certaine indépendance pour organiser mes journées, par exemple. Mais ça, Caro, est-ce que c'est pas un peu un modèle à l'ancienne, entre guillemets? Parce Sans que doute. moi, nous, Combini, je sais qu'on recrute. On a quelques pigistes pour quelques articles de temps en temps, mais toutes les interviews, c'est que des journalistes en interne, etc. Mais ça a l'avantage pour moi de pouvoir, par exemple, même si ça a des inconvénients comme de bosser le week-end, Ouais. c'est l'avantage de pouvoir m'organiser, de pouvoir aller dans des festivals. Oui, c'est ça. Voilà. Mais de faire, en gros, de ne faire que mon métier et pas beaucoup de réunions et de choses comme ça qui sont l'apanage des salles de rédaction. Ah, mon quotidien. On connaît tous le célèbre mug, voilà encore une réunion qui aurait pu être un simple email. Un simple email. Ouais, mon quotidien. Voilà. Non, pour le coup, nous, on a pas beaucoup de pigistes, et en tout cas, les pigistes que l'on a, c'est pas pour des interviews vidéo. Les pigistes qu'on a, c'est pour nous aider à faire des articles que l'on n'aurait pas le temps de faire. En fait, c'est un plus, entre guillemets. Mais nous, on a une rédaction où on est entre 20 et 25 journalistes en CDI, je dirais. Et du coup, on a une belle matière première, en fait. Donc, on a de quoi produire nos 2 vidéos par jour, plus 20-25 articles par jour. Il faut savoir aussi que le journaliste cinéma, c'est très chronophage, parce qu'il faut aller voir les films, tout bêtement. Ce qui est, tu vois, un livre, tu peux, c'est pas sérieux, mais tu peux le feuilleter. Un film, tu peux... Il faut le voir. Enfin, y a pas, Et justement, ça vous arrive parfois de faire des interviews, des articles sans avoir vu le film ou de le connaître un peu, d'être un peu sur un à peu près ou vraiment... Oui, Ça va pas très souvent, mais parfois c'est une question de calendrier, d'agenda, on n'a pas eu le temps de voir le film, finalement il y a telle interview qui vient de tomber, mais oui, mais rarement. Alors il faut savoir aussi que c'est tellement courant que certains talents, comme on dit, surtout les Américains, sont tout à fait surpris quand tu as vu le film. Mais vraiment, hein, qu'eux-mêmes n'ont souvent pas vu, il faut quand même le savoir aussi. Hein. Alors après, c'est pas la majorité des cas, mais oui, ça m'arrive. Non, mais en fait, tu as raison, il y a un truc que j'ai oublié, qui est tout à fait vrai. Je ne sais pas si c'était le cas avant. Moi, depuis que je travaille, ça devient de plus en plus compliqué. Mais maintenant, les gros films, les Marvel, les Disney, souvent, on nous montre 10 ou 15 minutes du film, mais on ne peut pas nous montrer le film en entier parce qu'il n'est pas prêt. Ou parce qu'ils n'ont pas envie de le montrer. Hein. Bah, bien sûr. Et ça, le pas prêt, c'est ce qu'ils disent. Tu vois, mais, tu le vois combien de temps avant, en fait, la sortie du film, ce genre de choses? Il y a des fous, c'est la veille. Hein. Les films, de plus en plus. Ah bah les Marvel, moi, pour le coup, depuis que je fais des critiques, les Marvel, c'est quasiment le mardi pour le mercredi. Avec parfois embargo et pas le droit de publier avant le mercredi matin, le mercredi n'importe minuit, quoi. Ouais. Donc oui, c'est un petit peu compliqué de préparer à l'avance, c'est un peu du dernière minute et justement, enfin... Alors après, c'est là que la culture et la bouteille rentrent en jeu. Parce que, et puis, il faut, moi je ne sais pas si tu fais comme moi, mais moi je ne mange jamais. C'est-à-dire quand je n'ai pas vu pour une raison qui est valable, hein, c'est pas parce que j'ai tiré au flanc, hein, soyons clairs, hein, je le dis à la personne que j'interviewe, je dis voilà, il se trouve que votre film, je n'ai pas pu le voir pour X ou Y raison, il n'était pas prêt, voilà. Et très souvent, on est obligé d'accepter quand même parce que nos rédactions veulent la star, entre guillemets, et on fait bien avec. Et on s'en tire, parce que dans la majorité des cas, tout le monde est pro, et puis voilà. Après, on n'aura pas de prix Pulitzer, hein, mais on en a déjà plein, là, toi et moi, et on ne sait plus quoi en faire, et nos conjoints ne veulent plus les voir, donc bon, un de plus ne changerait pas nos vies. Et en plus, il y a un truc de... effectivement, quand tu dis de la bouteille, quand on a l'expérience des interviews, il y a un moment où on sait un peu improviser, on sait un petit peu savoir rebondir. Et en vrai, c'est aussi notre métier d'être au cœur de l'actualité. Ah oui, on sait ce dont le film parle, on sait un peu toute l'équipe derrière, on sait ce qu'on attend du film, ce qu'il raconte, etc. Donc en fait, les rares fois où ça arrive, c'est franchement pas du tout agréable pour nous parce qu'on ne sait pas, ça se trouve, on a raté un élément très important de l'histoire, ça se trouve là, mais on y arrive. C'est pas nos meilleures interviews. Ah bah non, je pense à James Bond, par exemple, le dernier James Bond. Là, on avait fait les interviews, alors on nous avait rien montré, c'était du délire. Non mais ça, c'était lunaire. Ouais. Pour le coup, James on aurait Bond, dû dire non, d'ailleurs, mais nos rédactions en chef le voulaient quand même. Non mais moi, je t'avais dit, il fallait moi, j'étais en train d'essayer de voir, on était plusieurs journalistes à vouloir faire grève sur ce junket-là. Parce que pour l'expliquer très, très, très bizarrement, James Bond, il sort donc un an après le Covid, un truc comme ça. Ouais. Moi, j'arrive le lundi matin pour faire les interviews, le film, on ne le voit que le lendemain. Donc le lundi, le film sort le mercredi. On voit le film que le mardi. J'arrive le lundi matin, très tôt.
J'arrive à l'hôtel pour faire les interviews, je me rends compte qu'en fait, je vais face à un écran. Parce qu'en fait, c'était une interview sur Zoom, mais que j'aurais pu faire de chez moi. Mais ils voulaient que ce soit joli, comme si c'était une vraie rencontre. Et du coup, j'étais face à un écran de Rami Malek à 3 mètres de moi. Et pareil, je ne sais pas si tu as eu la même chose que moi. Moi, j'ai demandé Rami Malek parce que je me suis dit, bon, Daniel Craig, il ne va pas donner beaucoup d'interviews, là, c'est non plus. C'est le grand méchant. Chouette, si j'avais vu le film, mais jamais j'aurais demandé Rami Malek, que je trouve pas très bon, ni très intéressant. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Donc on voit assez peu finalement. Mais ouais. Et donc moi je me suis engagé avant de voir le film en disant Rami Malek c'est quand même chouette, c'est le dernier grand méchant de Daniel Craig. Interview catastrophique. Or que le film était prêt puisqu'on le voyait le lendemain. Mais oui. Et moi j'avais dit non pour aller me déplacer à l'écran. J'aurais dit là par contre non. T'as bien eu de la chance parce que moi ils m'ont même pas dit que ça. J'ai découvert en arrivant. Ouais, moi, j'aurais dit alors ça, je veux dire, maman elle est patiente, le dinosaure il est bien gentil, mais il y a quand même une limite. Je me déplace pas pour parler à la télé. Non, ça va bien aller les conneries, pardon. Mais... C'est la seule fois où c'est arrivé. Hein. Ouais. Oui, enfin, mais celui-là, il était vraiment gratiné. C'est-à-dire que le gars, il était dans la chambre à côté et surtout qu'il était là. C'est pas, ils étaient là, les gens. Hein. Ah bon? Mais oui, bien sûr qu'ils étaient là. Ils étaient à Paris. Moi, je pensais qu'il était à Londres ou un truc comme ça. Mais pas du tout. J'adore ta tête. Ah non, c'est du foutage de gueule. Oui, alors ça, il faut savoir que les Américains, quand même, plus que les Français, ont quand même tendance à penser qu'on est à leur pleine et entière disposition tout le temps et que c'est un peu comme de la royauté. Et moi, j'aime bien la Révolution, en fait. En fait, j'anticipe peut-être une de tes questions, mais on a, et ça peut paraître un peu caprice de luxe, mais vraiment, on a des conditions de travail qui se dégradent vraiment beaucoup. Oui. Et même moi, qui suis journaliste officiellement que depuis 2015, je le constate, et j'imagine même pas pour toi, mais le fait qu'on ait des créneaux d'interview de plus en plus courts, de plus en plus difficiles à avoir, avec des gens... c'est de plus en plus difficile de rencontrer les gens en vrai, et c'est bête, mais essayez de discuter avec quelqu'un au téléphone et discuter en vrai, vous vous rendez compte que c'est pas la même énergie, c'est pas la même chose. Puis juste, c'est notre métier de rencontrer les gens en fait. Le Covid nous a fait beaucoup de mal là-dessus. Ah oui, sûr. Parce que les studios se sont rendus compte que, mais en fait, on n'a plus besoin d'envoyer les gens à travers le monde. Ça coûte moins cher. Ils peuvent le faire de Los Angeles, on a juste à payer une connexion Zoom. Et ça, quand même, ils reviennent, hein, mais je trouve que nos conditions de travail à ce niveau-là sont de plus en plus compliquées. On a, 10 minutes avec 2 personnes, on peut rien faire d'intéressant, c'est forcément de l'eau tiède. Bah ouais. Et c'est écouté, mais ça c'est depuis longtemps, par les publicistes qui foncent comme des loups dehors de leur tanière si on sort un tout petit peu de la promo. Et ça devient de moins en moins intéressant, quoi. Mais nos rédactions en chef, ils tiennent quand même. C'est bête, mais moi j'ai milité pour... Je refuse maintenant les créneaux de 5 minutes. Enfin maintenant, ça fait quelques années que je dis 5 minutes sort de question, c'est 10 ou rien. Et je sais qu'il y a des collègues qui n'ont pas une direction qui les soutient suffisamment et qui sont obligés d'accepter les créneaux de 5 minutes. Mais en fait, si collectivement on disait tous 5 minutes d'interview, tu te rends compte 5 minutes 5 minutes, c'est 2 questions, peut-être 3. T'as même pas le temps de dire bonjour, t'as même pas le temps de te conduire comme un humain normal et poli. Parce que ça prend sur ton temps, non mais on rêve. Hein. Et en fait, l'un des problèmes que l'on a, c'est effectivement qu'il y en a qui l'acceptent. Parce que pour des petits médias, ça peut être déjà tellement bien d'avoir 5 minutes avec Julia Roberts qu'on accepte. Et il y a aussi un autre problème, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ce qu'on appelle les junkets, c'est les distributeurs qui vont louer des chambres d'hôtel. Je mets Julia Roberts sur une chaise, je mets une caméra et tous les journalistes passent. C'est un peu comme au bordel, en fait. C'est un peu comme au bordel. Non mais c'est ça, c'est au suivant. C'est vraiment ça, c'est la chanson de Jacques Brel. Au suivant. C'est pas vrai oui, en fait, je rentre dans ma salle d'interview, je fais 5 minutes, on me dit c'est bon monsieur, vous devez partir, au revoir. J'y vais, il y a quelqu'un qui attend dehors, qui rentre et ça s'enchaîne pendant 2, 3, 4, 5 heures. Et en fait, tant qu'il y a des petits médias qui acceptent, c'est une chose, mais surtout les junkets sont cadrés et faits pour les télés. C'est-à-dire que c'est filmé en profil. Et en fait, on a des collègues, mais ça, pour le coup, je ne peux pas les blâmer. C'est leur besoin. Mais Claire, qu'on adore, de BFM TV, elle me le dit, moi, j'ai besoin de 2 phrases ou 3 phrases. Donc peut-être que moi, 5 minutes, ça me suffit. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que du coup, ils mettent tout le monde à la même insigne. Et là, ça ne me concerne même plus, mais même la presse écrite, de plus en plus, a du mal à avoir des entretiens. Parce que toi, effectivement, tu as besoin de beaucoup plus long pour pouvoir faire des interviews. En fait, besoin, ça ne veut pas dire grand-chose. Tout dépend de ce qu'on veut voir au résultat. Oui. Voilà. Après, besoin, oui, si Julia Roberts me dit j'aime les frites, parce qu'il faut se rendre compte que quand un talent comme Julia Roberts dit j'aime les frites, c'est une nouvelle, alors que tu dis ça, tout le monde s'en fout et t'en auras à dîner, tu vois. C'est quand même un truc qui est vraiment important. Donc ça peut me suffire pour faire un article. Alors est-ce que cet article sera passionnant? Ça, je vous laisse l'imaginer. Encore un prix Pulitzer. Non mais tu vois, c'est vraiment ça. Mais pendant ce temps-là, elle n'est pas arrivée sur des sujets polémiques, personne ne lui a posé de questions embarrassantes, mais ça ressemble à rien, oui. Mais c'est intéressant parce que hier, j'ai fait une interview d'une actrice réalisatrice pour Comini qui me disait que elle, les junkets, c'était l'enfer. Elle détestait parce qu'elle me dit, mais en fait, l'envers du décor, c'est aussi que elle, du coup,
ben, on lui pose la même question Ouais, toute 25 la fois dans la journée. même journée. Et c'est quoi la genèse du projet? Alors en fait, le projet, j'ai lu le bouquin 25 fois. Parce qu'on a tous besoin de raconter à peu près la même chose, mais oui. parce qu'on ne touche pas la même audience. Donc c'est normal que parfois il y ait des questions qui reviennent, mais c'est vrai que même pour eux, c'est pas agréable. Avant, c'était beaucoup plus facile de pouvoir échanger avec les gens et de pouvoir donner à notre audience, à notre lectorat, des interviews intéressantes, des vrais entretiens. Et ça l'est de moins en moins parce que Internet, parce que les réseaux sociaux, parce que l'image. Vous êtes tous les deux des grands intervieweurs aguerris, mais est-ce qu'il y a encore des moments où c'est impressionnant de faire des interviews Il y a certaines interviews qui m'angoissent encore un petit peu, mais parce que je suis stressé de c'est quelqu'un d'important, c'est un entretien long, il ne faut pas que je me foire, il y a des enjeux. Heureusement que je ressens ça, parce que sinon ça voudrait dire que soit j'ai trop l'habitude et donc je fais plus attention à comment je le prépare. Quand je passe une demi-heure avec Coppola dans un vidéoclub, ouais, je suis comme ça, et en fait, heureusement. Si j'étais trop facile, moi, je pense que je prendrais ça trop à la légère. Je dis pas que c'est ton cas. Hein. Non, Toi, mais toi, après, t'as plus d'expérience aussi, tu vois. je vais te répondre là-dessus. Non, peur, j'ai plus peur parce que, bah, voilà, là, pour le coup, oui, j'ai de la bouteille et il y a des gens qui m'impressionnent encore parce que je les C'est ça. impressionne intellectuellement et que j'admire leur travail. Et par contre, il m'arrive d'être très excitée. Ah, ben ça, voilà. Et ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est encore autre chose. Là, je suis d'accord. mais pas forcément par les choses auxquelles on s'attend. Mais alors, et Tu vois, pour- c'est ça qui est marrant. ce qui est intéressant, c'est que Caro, je le sais qu'elle a vécu ce moment où justement, on pouvait créer des vrais Ouais. liens Voilà. Oui. avec les gens qu'on interviewait. Ce qui devient de plus en plus difficile parce que Ah maintenant, oui. il y a plein d'intermédiaires. Et bon, à la limite, on n'est pas là pour faire copain-copain. Tu as la Non, chance bien d'avoir sûr. pu le faire, mais on n'est pas là pour ça. Par contre, c'est vrai que quand ça arrive, il y a quelque chose de valorisant parce que ça veut dire qu'on a suffisamment bien fait notre travail pour que la personne se soit sentie à l'aise et aussi parce qu'humainement, ça a fonctionné. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a appelé après une interview pour me dire « c'était génial, tout le monde m'en parle, je veux qu'on aille se boire un café parce que c'était génial ». Et depuis, j'ai pu l'emmener, je lui ai dit « bah écoute, on peut faire ce format-là ensemble, est-ce que ça dit ?»« Ouais, grave, Et tu et ça, l'as est-ce que tu veux le épousé. faire ?» Non, mais on échange parfois, je dis pas que c'est un ami parce que Ouais. c'est une connaissance à ce niveau-là. Oui, tu vois. oui, oui, Mais et puis, quand un mot c'est qui ne se quand galvaude c'est une pas, idole oui. d'enfance, quand c'est Ouais. Alain Chabat, Quand C'est Alain c'est Chabat un- ça a beaucoup de valeur. C'est génial. Ça peut paraître Oui, bête. surtout qu'il n'est pas facile. Hein, C'est vrai? ouais, il est pas facile. Ah bah il est connu comme c'est bien, n'aimant c'est pas les merveilleux. journalistes de base, quoi. Enfin, Oui, oui, c'est merveilleux, bravo, je suis impressionnée. Mais toi aussi, tu as des gens comme ça, je sais. Ouais. bah, mais- toi, Caroline, nous, on s'est rencontrés il y a 15 ans de ça, parce que tu es venue me donner un cours dans mon lycée à Cannes sur comment écrire de la critique ciné. Oui, c'est vrai. Et Et ouais, puis je suis fière hein, quand Bah même. oui. Bravo, très très Et on se fière, connaît très, très depuis fière de ma très longtemps. camarade. Trop mignon. bah oui, et vraiment, et on a gardé contact pendant 15 ans, et surtout quand tu étais venue à ce moment-là, donc tu nous avais donné ce cours sur la critique ciné, et tu étais venue avec quelque chose que tu fais donc depuis très longtemps, qui est incroyable, c'est tes petits carnets, tes carnets de Klook. Est-ce que tu peux un peu expliquer ce que c'est? Parce que je trouve que tu es la seule personne, tu es la seule journaliste au monde à faire ça, je pense. Bah, ça impressionne beaucoup les gens, effectivement, hein, quand je leur demande. Alors, Klook, je vais préciser, c'est ma fille. Klook va avoir 18 ans tout bientôt, mais j'ai commencé les carnets de Klook quand elle avait 6 mois. Et l'idée, c'était de demander à tous les gens que je rencontrais de lui faire un autographe pour qu'elle ait des carnets avec des autographes de stars, jusqu'au jour où, très rapidement, au bout de 5 ou 6 rencontres, Georges Clooney a fait un dessin. Et j'ai demandé à tous les gens que je rencontre et que j'interviewe de faire un dessin pour Klook dans les fameux carnets avec un K de Klook. Elle s'appelle Klook, c'est son surnom, c'est pas son vrai nom, parce que c'est le premier bruit qu'elle a fait quand elle est née. Klook, en avalant sa salive, comme ça, voilà, vous savez. Et donc, les carnets de Je savais Klook, pas ça. j'en ai 17. Voilà, j'en ai un là que vous pouvez voir. Hein, Un par an, quoi. oui, à peu près, avec toutes les stars possibles et imaginables. Là, vous avez Henri Selick, par exemple. Là, et alors, tous les gens que j'interviewe, même des gens très très différents, hein, c'est ça. L'intérêt du carnet de Klook, c'est un peu ça, c'est que y a tout ce qu'on peut imaginer. Là, il y a Christian Bale qui a dessiné Terminator et Batman. Voilà. Et les gens comprennent ce concept parce qu'ils se rendent bien compte que c'est pas du tout un concept commercial, mais un concept affectueux d'une mère pour sa fille. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, William Friedkin qui avait fait un truc très très rigolo en 2 parties. Voilà, j'avais dit qu'on avait surnommé notre fille Pazouzou à un moment, surnom qui lui est resté d'ailleurs. Voilà, comme ça notre fille petit à petit découvre les personnes qui ont dessiné pour elle et leur œuvre, parce que quand elle avait 6 mois, évidemment, elle ne savait pas qui était Georges Clooney, maintenant elle sait. Mais alors du coup, est-ce que tu trouves pas que c'est plus difficile maintenant pour toi d'avoir des dessins ou pas? Est-ce que parce que quand les entretiens sont plus courts, quand on arrive à avoir moins de temps avec eux, tu y arrives encore? Ah mais oui, parce que je suis une emmerdeuse. Ouais, d'accord. Quand c'est je veux ça. vraiment quelque Parce que tu chose... l'imposes. Imposer, c'est exagéré. Non, mais je le imposer au demande, planning. je des le demande talents et, fermement. Voilà. Mais oui. Ah, puis alors là, pour le coup, en plus, il y a de moins en moins de gens, parce que je demande qu'une fois.
Oui. Donc ça devient de plus en plus rare. Mais oui, je demande des dessins pour ma fille. Et puis ceux à qui ça ne plaît pas peuvent organiser une rencontre entre leurs fesses et le grill. Et pour en finir, ouais, avec les interviews et l'excitation, moi, ma grande passion en ce moment, c'est la comédie française. Pas Danny Boone, que j'aime bien par ailleurs, mais le théâtre. Donc ouais, quand je vais rencontrer des gens de la comédie française, je suis surexcitée, parce que ça, c'est des gens qui m'intéressent vraiment. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré Laurent Stocker. J'étais 100 fois plus excitée que quand je vais voir Brad Pitt. C'est ce que je lui ai dit à Laurent Stocker. Je lui ai dit, de toute façon, c'est bien quoi, c'est pas compliqué, Laurent. Je vois plus souvent Brad Pitt que vous. Et c'est vrai. Voilà. Et puis parce que ce sont des gens maintenant qui sont tellement formatés qu'en fait, il n'y a plus vraiment d'échange avec un Brad Pitt. Voilà, le pauvre gars... C'est des gens qui racontent plus grand-chose d'intéressant. Les réalisateurs et les réalisatrices, peut-être plus que les acteurs, ont plus de choses à raconter au final. Mais ouais. Et alors aussi une part très forte de votre métier, c'est effectivement l'interview, mais c'est aussi l'écriture de critiques. Alors, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, comment est-ce qu'on écrit une bonne critique ? Moi, je suis partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de recette. Mais oui, moi non plus, alors là, franchement... Oui, mais il y en a qui pensent qu'il y a une recette. Il faut commencer par introduire, ensuite gna gna gna. Moi, je pense qu'il y a... Non. Il faut que ce soit clair et précis et qu'on y comprenne quelque chose. Pour moi, c'est vraiment... Et ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde, ça, je suis d'accord. Moi, j'aime bien me dire que quand j'en écris, j'ai la chance d'être sur Internet, donc ça peut être long, contrairement à quand on est dans un papier, on est limité par un nombre de signes. J'aime bien me dire que les critiques doivent être intéressantes et enrichissantes pour les personnes qui n'ont pas vu le film et celles qui l'ont vu. C'est-à-dire donner des pistes de lecture pour les gens qui l'ont vu et se disent « Ah oui, effectivement, il y a ça », et pour que les gens qui ne l'ont pas vu se disent « Je pense que ça ne va pas être pour moi ». Mais c'est délicat, hein, ce n'est pas un exercice facile. Et le deuxième chose que j'essaie de faire, et là, pour le coup, je sais que ne pas être trop pompeux. Oui, qu'est-ce que tu entends par là? Alors, autant dans des grandes revues que dans des petits blogs que je vois où, en fait, pour se donner un style, on essaye de raconter plein de choses avec des mots très compliqués, en essayant de surintellectualiser des choses. Pour moi, c'est contre-productif. Moi, je ne le lis pas déjà. Je ne lis pas ceux des autres, donc je ne vais pas le faire moi-même. Non, la vie est courte. Hein. Non, mais parfois, ça m'arrive d'écrire des trucs et me dire « Ouais, non, je me prends pour qui, là, en fait ?» Tu vois ce que je veux dire et puis, ou alors mon réalisateur, tu vois, de dire non mais ça c'est vraiment nul. Et en fait je me dis voilà, je me prends pour qui? Non, si je donne mon avis, il faut que ce soit constructif en expliquant pourquoi moi dont c'est le métier, dont on me donne le tampon de personne dont l'avis est soi-disant valide, je considère qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Mais moi j'ai du mal avec les gens qui vont dire une énorme bouse. Je trouve que c'est pas constructif. Honnêtement, alors pour ma part, vu que, surtout quand on avait encore une version papier, il y avait peu de place et donc il fallait faire des choix, je choisissais volontairement des films que j'aime parce que je trouve que ça ne sert à rien de démolir des trucs. Donc après, je passe pour la ravie de la crèche, mais ça me va très bien. Je ne me fâche tout rouge quand j'estime qu'on s'est payé ma physionomie de façon trop flamboyante. Voilà. Après, il y a des films dont on est obligé de critiquer aussi parfois. Non, dans ces cas-là, au pire... Tu les éviter, toi? Oui, parce que je fais une interview dans ces cas-là, et les gens qui me connaissent un peu lisent entre les lignes que ça ne m'a pas... que je n'ai pas été amusée, comme aurait dit la reine Victoria, I wasn't amused. Mais voilà, mais je ne démolis pas le film pour autant, y compris, c'est valable pour les partenariats, par exemple, certaines fois. Oui, ça c'est encore un autre enjeu, mais je suis d'accord. Mais on va en discuter. Pour ma part, je me refuse de démolir des films au motif qu'on n'a pas de partenariat. Je m'explique, il y a des films dont on est obligé de ne pas dire de mal parce qu'on a des partenariats. Par contre, je me fâche tout rouge une fois de temps en temps, oui, mais c'est assez rare, une fois par an. La Coppola cette année, par exemple. Je me suis vraiment fâché tout rouge. Moi, sur Comedy, par exemple, c'est bête, mais je suis obligé de faire des critiques des Marvel, des Star Wars, etc. Parfois, ça ne fonctionne pas, mais pareil, je ne vais pas utiliser 5 paragraphes pour dire que c'est nul. Je vais expliquer... les problèmes de construction narrative, pourquoi ça ne fonctionne pas dans les 3 arcs, pourquoi c'est redondant. Souvent, c'est de plus en plus le cas, expliquer pourquoi c'est moche. Ah oui, c'est moche, oui, ça par contre. Et c'est pas juste dire c'est nul parce que c'est nul, c'est expliquer pourquoi c'est nul. Et après, les enjeux de partenariat, c'est différent parce que donc parfois, il arrive que les médias soient partenaires de films, qu'il y ait le logo sur l'affiche du film, que ce soit des films que la rédaction soutient en gros. Ça veut dire validé par 20 minutes, validé par Comedy. Il y a 2 types de manières de travailler. Nous, à Comedy, c'est quelque chose que j'ai aussi imposé, c'est la rédaction voit les films, et si on aime le film, on est partenaire. On a été, à peut-être 1 ou 2 exceptions près, et depuis que j'y suis, jamais partenaire de film que l'on n'aimait pas. Okay. Ça, c'est bien. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Plusieurs fois, en sortant de projets, aujourd'hui, des journalistes, de médias, souvent c'est les grands médias, putain, on est partenaire de cette merde, mais comment je vais faire? Et c'est vraiment compliqué. Il y a une question que tout le monde se pose un peu toujours quand on parle de journaliste.
est-ce qu'il existe une objectivité journalistique? Et vous, en tant que critique et journaliste, est-ce que justement vous devez mêler cette objectivité et votre propre subjectivité de cinéphile? Alors, je ne crois pas beaucoup à l'objectivité. Pour moi, c'est absolument incompatible avec la profession de journaliste. Ouais, c'est ça, mais malgré tout, quand j'écris sur un film, je pense aussi à mes lecteurs. Et en ce sens-là, et alors à ce que ce soit compréhensible, à ne jamais, 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 même quand je ne suis pas d'accord avec la majorité des gens, les traiter par le mépris. Alors ça, jamais. Non, mais ça, je suis d'accord. Tu vois, voilà. Dans ce sens-là, j'estime que j'ai un fond d'objectivité parce que, voilà, je vais traiter un Marvel qui me casse les pieds, j'ai cru que j'allais mourir et que j'étais coincé au purgatoire pour toujours. Je ne vais pas dire, oh là là là, les gens qui vont voir ça, tous des sales cons. Je vais, pareil, essayer de trouver des arguments objectifs ou faire des interviews. Et en ce sens-là, j'estime qu'on a une forme d'objectivité. Après, on est des êtres humains. Même Arthur est un être humain. Tu vois, et oui, même moi. Même toi, voilà. Ouais. Donc, l'objectivité, ça n'existe pas. Et heureusement, parce que sinon, ce serait que de l'eau tiède, permanente. Moi, j'irais plus loin. Pour moi, l'objectivité ne fonctionne pas parce qu'à partir du moment où je décide de parler de quelque chose ou non, je prends une décision. Et donc, je ne suis pas objectif. À partir du moment où je décide de traiter tel film de telle manière, je prends une décision, donc je ne suis pas objectif. Donc, on peut juste décrire factuellement les choses de manière la plus objective possible. Il y aura toujours un biais. Ah oui, je suis d'accord. Il y aura toujours un avis. Même si tu racontes le film, la façon dont tu le racontes ne peut pas être objective. Mais c'est ce qui fait aussi l'intérêt de nos métiers. Et tous les grands critiques étaient appréciés pour leur manque d'objectivité. Moi, je parle de gens il y a très longtemps, comme Charles Ransol, Jean-Louis Boré, ou même maintenant des gens comme Philippe Rouillet, sont appréciés parce que, justement, ils ne sont pas objectifs. Et en fait, l'objectivité dans le journalisme, de manière générale, pour moi, c'est un leurre. C'est quelque chose que l'on apprend, mais qui, en fait, n'existe pas. Et quand on est critique, c'est encore pire, puisque critique, c'est littéralement donner son avis. Donc, on ne peut pas être objectif et critique. Ce sont deux choses vraiment antinomiques. C'est un oxymore. Oui. Oui, c'est un oxymore, oui. Donc, non, vraiment, pour le coup, c'est vraiment un truc qui n'existe pas. Et alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous restreindre, justement, dans vos avis pour plaire aux distributeurs, aux studios qui vous envoient des films de temps en temps? Est-ce que c'est une pratique qui est répandue dans le métier? Alors, est-ce que c'est répandu? Je dirais que oui. Oui. Et est-ce que je l'ai fait? Ça a dû m'arriver. Oui, moi aussi. Est-ce qu'on aime le faire? Non. Je dirais pas mieux. Hein. Mais pourquoi on le fait? C'est pas tant pour faire du copinage ou vas-y, j'ai vraiment envie d'avoir Brad Pitt, j'aime pas trop le film, mais je vais pas le dire. Non, c'est plus pour être... comment dire? Moi, je sais pas comment tu le vis, mais par exemple, ça m'arrive parfois de voir un film dire bon, c'est vraiment très mauvais. C'est quand même quelqu'un que je vais avoir sur Conbini. Donc je te le dis à toi, attaché presse, je te le dis à toi, distributeur. Je ne parlerai pas de mon avis du film quand je vais interviewer Brad Pitt. Pareil. Mais Brad Pitt, s'il me demande mon avis du film, je lui dirai pas c'est une énorme bouse. Parce qu'en fait, si tu fais ça, tu casses une dynamique, la personne ne va rien te donner, ça ne fonctionne pas. Donc tu mens, tu fais c'était OK. mais tu peux pas dire la personne. Sauf quand c'est quelqu'un que tu connais un peu qui te demande vraiment ton avis. Pire. Non, mais c'est pire. Alors, c'est pire parce que là, tu es bien emmerdé quand c'est vraiment pas terrible. Mais bon, on fait avec. Non, moi en plus, j'ai le problème d'être la pire menteuse de la Terre, c'est que moi, ça m'est déjà arrivé de faire oui, c'est bien intéressant. Et puis la personne qui me regarde, il fait bon, t'as trouvé ça nul, dis-le franchement. Tellement je suis mauvaise menteuse. Donc il y a des fois, on est obligé de tempérer notre avis. Et dans ces cas-là, encore une fois, moi, dans mes articles, ça se voit pour qu'il me connaît un petit peu et qu'il me lit régulièrement. On sent bien que j'ai pas adoré. Et puis c'est aussi Je suis un peu d'accord avec la vision de Caro pour le coup. Conbini, c'est pas un média de critique. Oui, quand tu es un média où tu ne fais que des critiques, tu te dois de donner ton avis tout le temps. Moi, Conbini, on écrit peut-être qu'une ou deux ou trois critiques par mois. Donc, je préfère mettre des films qu'on aime en avant plutôt que d'autres. Après, ça ne veut pas dire que je suis de mauvaise foi quand je vais interviewer quelqu'un sur un film que j'aime pas. C'est juste, on est aussi dans un écosystème où les stars, il faut les mettre en avant parce que c'est ça qui fonctionne. Il faut qu'on soit malin. Et puis aussi, il y a des films qui ne sont pas tout à fait réussis, et dont les gens, quand ils t'en parlent, ont des tas de choses passionnantes à dire. Alors ça, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Tu vois, vraiment. Et tu as des gens avec qui tu peux être honnête en disant, voilà, j'ai des réserves très sérieuses, mais... Et la personne t'explique, et ce qu'elle raconte est parfois plus intéressant que le film. Donc, voilà. Non, alors pour le coup, ça m'est déjà retombé sur le coin du museau. Je mens pas. Enfin, je veux dire, au distributeur et l'attaché de presse... Non, l'attaché de presse, à distributeur, vaut mieux dire la vérité, même si on n'aime pas. Mais voilà, je sais me tenir et tu vas pas choper quelqu'un qui a fait le film en lui disant bah dis donc, mon pauvre petit bouchon, c'est bien de la merde, tu vois, c'est pas possible. Enfin, t'as un minimum de savoir-vivre quand même. Et tu vas pas non plus faire le total faux cul en disant putain, le film était vraiment incroyable. Mais quel chef-d'œuvre! Mais quel chef-d'œuvre! T'es malin, tu le fais pas. Par contre, moi, ça m'arrive aussi quand même, et ça, c'est la chance d'être dans un média qui est installé et qui
peut se permettre de dire non, même parfois des grands noms. Oui, Quand ça je arrive. déteste un film, je dis je suis désolé, ça j'ai pas envie de le défendre sur Combini. Oui, moi ça m'arrive aussi. Hein. Mais tout le monde ne peut pas avoir ce luxe. En accord avec ma rédaction en chef, je sûr. tiens à le préciser, hein, parce que moi, c'est pas moi qui décide toute seule. Hein. Toi, tu es chef de service, mais moi, je pose quand même la question. Voilà, on a 3 minutes à 14 pour un film de merde. On me dit tout le temps non. Enfin, ma rédaction en chef, quand même, pour le coup, me soutient dans ce domaine. Quand bien même le film est un très grand succès, quand bien même c'est avec des très gros noms, je dis pas que ça m'arrive tout le temps, parce que ce serait pas vrai. mentir, mais Ça arrive, oui. franchement, au moins 1 ou 2 fois par mois, je dis non mais non, ça c'est vraiment très mauvais. Ça c'est vraiment très mauvais. On va pas en parler. Pareil. Mais tout le monde ne peut pas se le permettre. Vous côtoyez donc énormément de journalistes au quotidien. Est-ce que vous voyez un peu des tendances qui arrivent là-dessus? Est-ce que vous trouvez qu'il y a des modes un peu qui se sont créés dans le journalisme? Après, c'est une question qui est large, parce qu'en fait, je pourrais te répondre que les tendances, ça va être de plus en plus on met en avant le cinéma d'horreur, ce qui était peut-être moins le cas il y a 10 ans. Je pourrais te dire que moi, quand je suis arrivé à Combini en 2015 sur les interviews, c'était le début où on n'avait que 5 minutes, donc on a dû inventer des concepts. Donc Ouais, on a ça. créé ce qu'on appelait le Fast and Curious, où on demandait à des gens de choisir entre 2 choses. Du coup, c'est devenu toute une mode de... mais c'est pas nous qui l'avons lancé, on l'a repris des États-Unis, bien sûr, mais je veux dire, après, c'était que des interviews concepts. Et maintenant qu'on essaie de sortir des concepts, maintenant les concepts ne sont plus à la mode. Donc en fait, c'est une question très, très vague, parce qu'en fait, des tendances, il y en a plein et tout le temps. Par contre, de plus en plus, les journalistes ne se laissent plus faire. Et ça, c'est une tendance qu'il faut suivre de près, parce que je pense que ça va amener à des vraies discussions intéressantes. Surtout qu'on est arrivé à la conclusion que certaines fois, si c'est pour qu'ils ne racontent rien, c'est pas la peine de se casser les pieds, aller passer X heures dans un hôtel à attendre quelqu'un à la bourre pour que la personne serve de l'eau tiède et lise le dossier de presse. Ouais. Comment vous voyez l'évolution du métier de journaliste ciné? Vous dites que ça change. Toi, justement, Caro, ça fait 40 ans que tu es dans le métier. Comment tu as vu cette évolution et qu'est-ce que vous espérez dans l'avenir, en fait? C'est mal barré pour l'instant, mais ça ne veut pas dire que c'est mal barré pour toujours. Oui, là, pour l'instant, on a de moins en moins de possibilités de rencontrer des gens, on a de moins en moins de possibilités de faire des critiques, et donc de moins en moins de possibilités de voir les films. Car il ne faut pas oublier aussi qu'il y a les célèbres embargos avec un grand Z, qui font que même quand on nous montre les films en avance... On n'a pas le droit d'en parler avant, parfois la veille. Ouais. Ah ouais. Ça, c'est comment on a pu accepter ça à un moment, c'est assez hallucinant. Hein. Et alors pour moi, qui suis en quotidien, ou pour toi, qui peut paraître le jour même, c'est pas tellement handicapant, mais pour tous les autres, c'est une catastrophe. Et voilà, c'est une catastrophe absolue. En fait, je voudrais bien que les gens qui nous regardent comprennent que c'est pas des petits caprices de ah gna gna gna, j'ai plus mes 15 minutes avec Brad Pitt, avant j'en avais 15, maintenant j'en ai que 5, c'est pas ça. C'est que nous on est là, et tu l'as dit Caro, je suis tout à fait d'accord avec toi, on est là pour donner le plus de matière possible à notre audience, Absolument. pour qu'ils aient envie de voir les films, pour apprendre des choses, pour avoir plus de culture, pour apprendre des anecdotes, pour s'enrichir en fait, pour donner de la culture, vraiment c'est ça. Je suis arrivé, moi, sur ce qu'on dit les junkets, donc en 2015. Quand je suis arrivé sur les premiers junkets, j'étais très mal reçu. Pas par toi pas spécialement, mais par à peu près tout le monde, parce que c'est qui Combini? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Pourquoi ils nous veulent des créneaux d'interview? C'est bon, on a déjà halluciné en web, ça suffit, voilà. Et puis petit à petit, après Combini, on a vu arriver Melty, Minute Buzz, d'autres médias comme ça qui commençaient à avoir des créneaux. Et c'est bête, mais dans une journée promo, quand tu rajoutes 5 médias web, ça enlève une demi-heure. Et les une demi-heure, il faut bien les gratter quelque part. Bon, bah vas-y, Caroline, on lui donne que 15 minutes au lieu de 20. Puis ensuite, on a commencé à inviter des influenceurs ou des influenceuses. Et donc pareil, on leur donne une demi-heure. Et donc ces demi-heures, il faut qu'on l'enlève quelque part. Bon, bah vas-y, de toute Combini, façon, dans 10 ils minutes, ont ils en auront que 5. Caroline, elle en avait 15 maintenant, bah vas-y, elle en aura Parce 10. que les influenceurs, ils ont souvent plus d'audience que nous, il faut être honnête. Hein. C'est ça. Non, mais voilà, après, moi, j'ai pas de jalousie ni aucune amertume par rapport à ça, c'est un fait. Alors, je suis tout à fait d'accord. Et en plus, Et il y en a des très bons, en plus. c'est ça ce que j'allais dire. Les premiers influenceurs qui sont arrivés sur les junkets, ça a été très mal reçu, de la même manière que quand nous on est arrivés sur les junkets, ça a été très mal reçu. Et c'était marrant parce que du coup, après on a compris que Combini c'était pas que des Fast and Curious, mais il y avait des vrais entretiens. Donc j'étais intégré dans la grande bande des grands médias. Puis après, sont arrivés les influenceurs, on les a regardés en mode mais ils nous volent notre travail. Et pareil, c'était. Je dis pas toi parce que je sais que c'est vraiment pas ton cas, mais certains journalistes, je les ai entendus dire mais attends, mais c'est des gens qui n'ont pas fait de formation journaliste, ils sont pas critiques, qu'est-ce qu'ils font là? Et t'es là, bah. Non, mais ça c'est une. On revient toujours à cette cinéphilie poussiéreuse qui, moi, me met hors de moi, Tout à fait. qui est de dire que les choses ne doivent pas évoluer. Elles évoluent, les choses. Et comme tout le temps, elles évoluent avec de très bonnes choses et avec des moins bonnes. Mais c'est valable dans les journalistes officiels, il y en a des nuls aussi. Enfin, je veux dire, oui, non, mais voilà. Il y a des journalistes très connus qu'on ne va pas citer, mais qui ne vont pas voir les films, oui, bien qui sûr. se déplacent jamais en projection presse, qui interviewent les films comme s'ils... Enfin,
Non, mais nous voilà, prend des donc cours. traité par le mépris des jeunes qui font autre chose, c'est vraiment. Alors, déjà, c'est complètement con, c'est contre-productif, et tu n'arrêteras pas le progrès avec ce qu'il peut avoir de bon ou de mauvais. Donc, il faut s'adapter au maximum. Moi, j'ai commencé par écrit, maintenant, je fais aussi des interviews vidéo que je suis capable de monter. Voilà, t'apprends ou tu meurs. C'est un choix. Et pour donner un exemple très précis, moi, quand on a créé avec mon ancien chef le Vidéo Club, ça nécessitait de sortir des junkets. Non, c'est vrai, c'est une super idée. Ça nécessitait de sortir des junkets et de rajouter dans la journée promo des moments où les gens vont devoir s'absenter 1 heure, 1 heure et demie. On a eu du mal à le faire accepter, ça finit par rentrer. Et ça a dû faire grincer des dents certains médias, notamment des médias télé, mais attendez, c'était nous qui sommes censés avoir les gros créneaux. Pourquoi c'est le web maintenant? Et je dis ça parce que j'ai moi-même eu une rancœur une fois et je peux le dire, pourquoi Hugo Décrypte a un créneau plus long que le mien? Mais parce qu'en fait, c'est une attachée presse qui m'a dit « Mais Arthur, ouvre les yeux, actuellement, Hugo Décrypte a une plus grande audience que ton vidéoclub. » Et c'est vrai, en fait. Et il faut avoir conscience de ça. Hugo Décrypte, mais bien sûr, en plus. Et donc, il y a des rancœurs qui sont parfois légitimes. Quand on voit des influenceurs qui ne savent pas ce qu'ils font, ont accès à des immenses talents et en font pas grand-chose d'intéressant, pour des majors, donc des grands studios américains, la priorité, ça va être le podcast de Lena Situation, Hugo Décrypte. Si j'ai un peu de chance, peut-être le Vidéo Club, mais il y a d'autres médias qui peuvent passer devant, et une télé. C'est à vous au quotidien, en gros. J'ai une attachée presse qui m'a dit un jour, Arthur, juste regarde, actuellement, c'est Lena et Hugo qui sont les plus forts. Comme c'était Conmini il y a 3 ans, et c'est OK en fait. Et ça tourne, et peut-être qu'ils ne resteront pas tout en haut très longtemps. Ce qui est, moi je trouve dommageable, c'est qu'avant, tout était compatible. Ouais, maintenant, tout le monde avait accès à tout le monde, et maintenant il y a trop de monde, et du coup il faut faire des sacrifices. Et actuellement, les plus sacrifiés, c'est la presse écrite. Alors que je considère que c'est... Sauf... Oui, vas-y, finis. Mais... La presse spécialisée, disons. Non, mais pas forcément. C'est-à-dire que parce que certains... Alors, on parle notamment des Américains. Certains Américains, surtout un peu âgés, réclament quand même des journaux qui sont moins lus, pour la bonne et simple raison qu'ils les trouvent dans l'avion ou que c'est des titres historiques. Comme les cahiers du cinéma, comme positifs, que j'adore. La question n'est pas du tout de dire que si c'est légitime ou non, mais qui ne sont pas forcément des choses très lues au moment, mais qui sont des choses qui restent, qui permettent de se sentir important et d'exister dans l'histoire du cinéma. Tout le monde n'a pas cette logique-là, malheureusement. Voilà. Et j'insiste vraiment sur ce point. Essayer d'arrêter ou mépriser ce qui est nouveau, c'est vraiment complètement stupide. Mais c'est vrai que maintenant, les distributeurs, ils ont parfois plus intérêt à payer un influenceur ou une influenceuse pour faire du contenu qui, on sait, va rentrer dans les droits, dans exactement la ligne de communication qu'on veut. Ah bah tiens, Beetlejuice, j'ai vraiment envie qu'on parle de l'aspect Jenna Ortega à la jeunesse. Conmini voulait faire une interview avec Jenna Ortega sur l'héritage et Winona Ryder. Non. Je préfère payer celle-là pour qu'elle me donne exactement l'élément marketing que je veux. Et ça, c'est un problème. C'est ça, c'est que maintenant, on est sur en fait, du marketing, ce qu'on veut vendre, forcément. Ça, le cinéma, c'est devenu un vrai problème. Hein, là, c'est de pire en pire. Et vraiment, je te dis, moi, je suis dans le métier depuis moins de 10 ans, et même moi, j'ai vu le truc s'aggraver, donc j'imagine même pas pour toi. Oui. Ça, le marketing, qui est quand même très souvent à côté de la plaque, parce qu'on ne sait pas d'où on les sort, les marketeurs, mais c'est souvent, il y a des idées à la con, mais tu es là, tu hoches la tête, tu te dis, mais à quel moment... Tu aurais aimé être à la réunion, en fait, pour voir à quel moment on a dit, mais tu sais que c'est une bonne idée, tu vois. Voilà. Je ne sais pas comment vendre ce film, comment on va faire. Bon, on va pas du tout dire que c'est une comédie musicale. On va dire à tout le monde que c'est juste la suite de Joker et tout le monde va être surpris, mais au moins ils vont venir en salle. Non, mais je donne un exemple qui est très ancien, mais qui pour moi est un exemple parfait. C'est pour Turbo, qui était un dessin animé sur un escargot. Oui, précis cette ref. Un génie du marketing avait trouvé l'idée d'aller faire une course d'escargots, des vrais escargots, que les journalistes iraient filmer. Donc chaque journaliste devait avoir son escargot avec un... Et on me propose ça, mais avec un sérieux papal. Et je dis, ça va pas bien, non? Et voilà, on allait sur je sais plus trop quel circuit pour filmer des escargots, escargots, quoi. En train de... Tu te dis, mais comment, à quel moment ils ont fait une réunion marketing où quelqu'un a fait, putain, mais alors, franchement, Raoul, mais quelle bonne idée. Après, il y a un autre truc aussi que j'aimerais pointer du doigt, parce que pareil, je veux pas qu'on ait l'air d'être des vieux cons, ce qu'on n'est pas. Il y a aussi des journalistes. Il y a aussi des journalistes qui sont parfois payés par les distributeurs. Et payés, c'est contractuellement payé, ou tiens Caroline, je t'envoie un énorme colis, dedans tu as j'adorerais ça 15 goodies du film, n'hésite pas si tu veux faire des petites stories, des machins. Je suis corruptible, allez-y, envoyez-moi des trucs. Il y en a qu'on connaît qui réussissent à garder leur objectivité, et objectivité. Oui.
Avec des guillemets. On a dit qu'on n'avait pas, mais Non, qui réussissent à prendre le recul de se dire c'est pas parce que je fais des concours ou parce que je reçois plein de cadeaux que je peux pas dire mon avis. Alors, il y en a un qu'on connaît très bien qui continue à donner son avis pour le coup, Oui. mais il y en a, je sais, ne le font plus. Et donc là, c'est très facile de tacler les influenceurs et les influenceuses quand nous-mêmes, on peut faire la même chose. Ah ouais, moi je réclame des goodies, mais sur des films que j'ai aimés, une fois que j'ai eu fini le truc. Parce que j'adore les goodies, hein, que ça sache. Mais par contre, si les gens veulent me filer des pots de vin, mais c'est avec plaisir, mais c'est jamais arrivé. Hein. C'est la question que tout le monde pose tout le temps, est-ce qu'on vous paye? Alors jamais, alors, franchement, c'est pas faute d'avoir demandé. Enfin, tu vois, moi je suis ouverte, hein, toi aussi. Tu vois, on me file un gros billet pour contre, hein. Bah, dis donc, ça. Non, parce que si vous voulez gagner de l'argent et devenir riche, alors ça, je déconseille fortement de ne pas faire critique. d'être journaliste de cinéma. Alors ça, franchement, pour vous enrichir, hein, je suis désolée, Mélanie, je t'ai poussée sur le mauvais chemin, mais franchement. C'est pas l'endroit où vous ferez la plus grande carrière d'un point de vue purement pécunier. Mais blague à part. Non, parce qu'on essaye de parler des films et de donner notre avis et tout, mais la vérité, c'est que on est devenu un élément d'une chaîne de marketing et de communication dont les studios ont de moins en moins besoin, ce que je pense être faux, puisque je pense que les gens regardent quand même les avis des gens. Il suffit de regarder... sinon, on nous aurait supprimés purement et simplement. Ouais, il suffit de voir sur Allociné à quel point les notes presse comptent pour les distributeurs, pour les réalisatrices et les réalisateurs, etc. Elles sont encore utilisées en termes de marketing, Bien on sûr. disait justement sur les affiches. Mais combien de fois on m'appelle en me disant mais comment ton article est bon et puis il n'y a que 3 étoiles, alors que c'est pas nous qui les mettons les étoiles, hein, entre parenthèses. Mais c'est vrai que dans les points de vue des exécutifs, et peut-être encore plus aux États-Unis, on n'est qu'un petit maillon de la chaîne. Donc en fait... Alors par contre, on se fait insulter par les internautes. Oui, toi l'internaute, je sais pas, je regarde toutes les caméras parce que alors par contre, il y a personne pour nous dire, enfin je sais pas chez vous, mais merci de m'avoir fait découvrir ce film. Mais par contre, en gros, si on aime, on est vendu, et si on n'aime pas, on est aigri. Ouais. En gros. Mais alors l'internaute, cet être de lumière, c'est hallucinant. Hein. J'ai le contre-exemple, malheureusement. D'accord. Le vidéoclub, pour le coup, j'ai que des commentaires qui disent « Ah, c'est génial, etc. » Mais parce que c'est une émission de partage de cinéphilie, pour le coup. C'est ça. C'est que c'est moins de l'interview, tu vends moins quelque chose derrière. Mais je suis d'accord avec toi qu'on a plus facile... Alors le troll... C'est facile à critiquer quand on est soi-même pas réalisateur. C'est le principe d'être critique, en fait. Moi, je les lis plus, ma fille pense que c'est mauvais pour mon estomac. Et elle a bien raison. Elle a raison. Donc toi, l'internaute, t'es gentil avec ma copine Mélanie, avec mon copain Arthur, et en plus, t'es gentil un peu avec moi parce que le dinosaure, il est sympa. Non, mais disons que les gens n'ont pas... Et c'est normal, hein, c'est une profession qui crée beaucoup de fantasmes et autres. Et les gens ne réalisent pas l'envers du décor que parfois, on n'a qu'une heure pour écrire une critique parce qu'il faut enchaîner entre un entretien et etc., qu'on a des plannings qui sont parfois tendus, que parfois, on répond à des contraintes qui sont... autre. Et puis surtout, Internet a provoqué ce truc de la pluralité des avis ne fonctionne pas. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu as tort. Et ça, c'est quelque chose que je vois sur Comedy depuis le début, pour le coup. Alors, ce qui a changé dans notre métier aussi, et ça c'est important, et tu fais bien de le souligner, c'est qu'Internet, c'est le tonneau des Danaïdes. Autrefois, je vous parle de ça, quand, au début des Frères Lumière à peu près, quand j'ai vu pour leur premier film et que je leur ai dit c'est super, quand on avait fini son article, c'était... voilà, fini. Là, maintenant, avec Internet, ça n'arrête jamais. Ouais. Internet, c'est extrêmement chronophage, carnivore, c'est impressionnant. Il faut publier tout le temps. Et ça c'est épouvantable, c'est à la fois formidable et épouvantable. Mais tu vois, c'est bien qu'on ait cet échange-là et que les gens puissent un peu se rendre compte de ça, parce que moi, j'ai vu un commentaire qui m'a vraiment fait rire il n'y a pas longtemps. C'était une interview où on avait eu... Colin Farrell, 10 minutes, je crois. C'était pas Colin Farrell, mais c'était une autre interview mais de cet acabit-là. Quelqu'un de très connu, mais très peu de temps. Donc l'interview, une fois montée, une fois qu'on enlève les éléments et qu'on rajoute un peu d'illustration, elle dure 3, 4, allez, 5 minutes, quoi. C'était anglais vraiment sur la série ou le film, c'était vraiment un truc très classique. Mais l'interview était courte. Et le commentaire disait c'est quoi cette interview trop frustrante pourquoi vous faites pas des trucs à la Hugo Décrypte d'1 heure? En fait, je me dis, mais les gens ne se rendent pas compte. Non, ils ne se rendent pas compte. C'est pour ça que je fais ce format-là aussi. Les gens pensent très sincèrement, mais je peux comprendre qu'on passe notre vie à boire du champagne sur des yachts avec Georges Clooney quand on va à Cannes. C'est un petit peu vrai aussi, mais... Non, c'est pas... Alors, franchement, le champagne, non. Le yacht, non. C'est vrai, le yacht, Georges Clooney, non. Oui, alors, franchement, après tu peux changer les noms. Ce qui est génial, c'est que les noms changent avec les époques. Hein. Ouais. Il y a eu George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts. Maintenant, c'est Timothée Chalamet qui fait rêver tout le monde. J'ai jamais compris pourquoi, mais bon, je suis trop vieille sans doute. Les gens s'imaginent qu'on passe notre temps avec les stars à boire du champagne en faisant C'est absolument pas ça. Enfin, après, moi, j'estime ne pas être à plaindre. Hein. Franchement, je cherche pas à jouer les causettes, ce serait indécent. Mais notre boulot est un travail. Exactement.
qui demande beaucoup de stress, parce qu'en plus, on n'est pas ménagé ni par le Ah temps, ouais. ni par la concurrence, ni par quoi que ce soit. Donc voilà, comme tous les boulots, il y a des bonnes choses, beaucoup. Ouais. Et il y a aussi des moments très stressants. Hein. Beaucoup terminent en burn-out, moi ça m'est Ah, arrivé. énormément, bien sûr. Voilà, Mais parce que aussi, vu que c'est un peu le résumé de tout ce qu'on se dit, mais ça devient de plus en plus précaire, c'est de plus en plus difficile, il y a de moins en moins de postes, il y a de moins en moins de place. Donc quand on y a, quand on l'a, du coup, la place, on s'y accroche. Ah oui, comme Mais une du coup- rapide. Mais du coup, quand les gens partent et qu'ils ne sont pas remplacés, du coup, on fait le travail de 2 personnes. Et ça peut paraître bête, mais quand on a 2 interviews la même journée, faut le temps de préparation avant, faire l'interview, Voir le film. voir le film, et la monter après, ou l'écrire après, et la retranscrire. Et c'est toujours agréable, parce qu'on aime notre métier, et qu'on le fait Absolument. pour ça, et qu'on continue à avoir cette flamme, contrairement à d'autres qui ne l'ont plus depuis longtemps, mais Ah voilà. oui, on l'a, ouais, bien sûr. Mais c'est un vrai métier. C'est un vrai métier où on travaille parfois 8, 9, 10, Le week-end. 11 heures par journée. Ouais, il m'arrive de le bosser week-end. le soir. Hein, Moi voilà, aussi, c'est ou mon. très tôt le matin. En choisissant d'être pigiste, j'ai fait un choix qui me fait que je bosse tout le temps. Vu que des films, il en sort tout le temps, je ne m'arrête jamais. Peut-être 10 jours dans l'année où je dis que je ne suis pas joignable pendant ces 10 jours, mais le reste du temps, je bosse tout le temps. Je suis tout le temps à l'affût, à chercher et tout ça, voilà. Et en plus, Caro et moi, on n'est pas dans, dans la norme, c'est dans le sens où il y a plein de critiques qui ne sont que critiques, qui ne font qu'écrire des critiques. Alors eux, ils voient encore plus de films que nous, Ah oui, parce que nous, et on ils ne peut font tout voir. qu'écrire. Mais nous, disons qu'on est critiques et journalistes qui font des interviews. C'est encore une autre Mais facette. c'est ce qui nous éclate aussi. Bah hein, ouais. voilà, Moi, c'est ce que je préfère. Voilà, moi, c'est les interviews, j'adore ça. Ouais. Comme je disais, je suis plus forcément, j'ai plus peur, mais il y a encore des trucs mais merveilleux. Quand j'ai passé 1 heure avec Eric Ruff qui m'a fait visiter la Comédie Française, mais j'avais l'impression d'avoir 12 ans, quoi. Je sautillais comme un petit cabri. Enfin, j'étais super contente. Et heureusement, parce que si on perd ça, mais c'est plus la peine. Dans ces cas-là, on mérite les insultes qu'on se prend sur Internet. Oui, toi, l'internaute, à longueur de temps. Moi, je vois un peu des jeunes arriver dans notre rédaction qui n'ont pas forcément ce truc-là. Des gens qu'on a en stage ou en alternance qui n'ont pas forcément ce truc de chercher l'interview, aller chercher la petite anecdote. Quand la personne te raconte quelque chose, dire « Ah bon, c'est vrai ?» Oui, c'est ça. Exactement. Et en ouais. fait, ça, on l'a, ça. On l'a encore. Ouais. Et je pense que c'est peut-être là la différence. Voilà. Comme toi, tu l'as quand tu nous parles, donc tout va bien. La boucle est bouclée. Au revoir tout le monde. Toi aussi, l'internaute. Putain, c'est la meilleure interview que j'ai faite de ma vie. Pour de vrai. Je me suis est jamais autant On est bien, tous les éclatée. deux. Bon, On va monter- on est parti dans tous les sens. J'ai adoré. Je vous propose qu'on monte un petit numéro tous les 3 avec des plumes. Donc 3 conseils que je donnerais pour être un bon ou une bonne journaliste au cinéma, ce serait premièrement d'être curieux, de toujours essayer de chercher, d'apprendre et de ne jamais s'arrêter de lire, de regarder. Deuxième chose, effectivement, regarder les films. Plein, même des films qu'on n'aime pas. Et la troisième, ce serait de ne pas lâcher. Parce que c'est très facile d'abandonner. Alors, il faut savoir s'écouter et savoir écouter sa santé mentale, mais ne pas... c'est un métier qui est difficile, où il n'y a pas beaucoup de place. Et si on veut y arriver, je pense qu'il ne faut pas lâcher. 3 conseils pour être journaliste cinéma. Alors, se laisser impressionner par les gens qu'on rencontre, mais pas trop. Ne jamais en tomber amoureux, parce que ça, c'est une vraie connerie. Et s'amuser. Surtout s'amuser, parce que franchement, il y a quand même des tas de choses à faire dans ce métier. S'amuser, ça ne veut pas dire ne pas être sérieux dans son travail, mais ça veut dire prendre du plaisir, et ça, c'est important. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Et donc, si tu veux en savoir plus sur ma vision du métier de journaliste et d'influenceur ciné, et surtout me soutenir, tu peux lire mes articles sur mon Patreon, dont je te mets évidemment le lien en description. Et tu peux également t'abonner à la chaîne et mettre la petite cloche aussi pour louper aucune vidéo.